Bienvenue, bonsoir. Quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass Histoire organisée par l'Université Paris-Cité, la Faculté Société et Humanité et le Laboratoire Échelle. Quelques mots d'abord pour remercier celles et ceux qui ont contribué à faire exister cet événement et à surmonter les inévitables difficultés, entre autres les équipes de l'incubateur SHS sous la direction de David Rabouin et de Carole Landa, les équipes de la direction de la communication, en particulier Gwenaëlle Solignac et Anne-Laure Lobin, les équipes du département Images et Sons de l'indispensable Samia Seri. Remerciements également au Musée Carnavalet, à sa directrice Valérie Guillaume et à Noémie Giard de nous accueillir encore une fois dans ce lieu prestigieux, et aux membres du laboratoire Échelle et à sa direction pour leur soutien à chacune des étapes de son organisation. Remerciements également à Emmanuel Laurentin qui a accepté de conduire cet échange, à nos collègues Liliane Hilaire-Pérez, Florence Letry et Alan Potowski qui le poursuivront ensuite, et enfin bien sûr nos plus vifs remerciements à Robert Downton d'avoir accepté de traverser l'Atlantique ou de retarder un peu son retour pour se prêter à cet échange bienveillant et de nous donner ainsi l'occasion d'entrouvrir la porte de l'atelier d'un des plus grands historiens de sa génération. Car Robert Downton est l'auteur d'une œuvre immense que beaucoup connaissent ici. Pour les autres, quelques mots, en commençant par dire que cette œuvre est consacrée pour l'essentiel à l'histoire culturelle du XVIIIe siècle français, qu'elle a pour point de départ une thèse consacrée à la propagande radicale à la veille de la Révolution, point de départ et peut-être discret port d'attache d'une œuvre qui prend ensuite le large et son envol, d'abord avec un premier volume consacré à l'histoire de la fulgurante vogue du mesmérisme dans le Paris des années 1780, cette science du fluide universel qui promettait de guérir bien des maladies en rétablissant, au moyen de séances de magnétisme, l'harmonie des patients, et dont le succès déclenche une controverse qui cristallise un discours contestataire radical. Un premier livre où figure déjà l'intérêt pour la circulation des idées et où pointe celui qui sera plus tard la grande affaire de son œuvre, l'intérêt pour les livres. Le livre, les livres. Non pas le contenu des grandes œuvres et leurs illustres auteurs, non, mais le monde des livres, les mondes du livre, et l'ensemble de celles et ceux qui les peuplent, gens de lettres et gens du livre. Gens de lettres, c'est-à-dire les auteurs, les membres de cette fameuse République des lettres, dont on entrevoit dans ses écrits les sommets, ceux d'un Voltaire au fait de sa gloire, mais dont il va d'abord inlassablement explorer les bas-fonds, en retraçant les parcours de ceux qui rêvent d'en faire partie pour n'en occuper que les lisières obscures, en racontant les tristes réalités du plus grand nombre qui cherchent, souvent sans succès, à faire valoir quelques talents pour obtenir protection et pension, en ressuscitant leur vie de bohème, leurs misérables conditions de pauvres diables qui fuient souvent leurs créanciers, parfois la police, connaissent la prison, avant finalement de renoncer, aigris ou vaincus, et de disparaître, le plus souvent, dans le silence des archives. Histoire de gens de lettres, donc, mais aussi de gens du livre, c'est-à-dire de ceux qui les commandent, les financent, les fabriquent, les vendent, libraires, éditeurs, imprimeurs, patrons de grandes maisons bien installées, comme entrepreneurs plus modestes et plus fragiles, à Paris, dans les villes de province, ou bien à l'abri de la censure royale, à l'étranger. Mais tous, quoi qu'il en soit, tout à leurs affaires, comptant leurs sous, évaluant investissement et escomptant bénéfices, soupesant risques, cherchant le coup qui pourra leur permettre, qui sait, de s'extirper de la misère, voire de faire fortune et de gravir les échelons de la société jusqu'à l'achat d'un titre de noblesse. Et voilà le monde gracieux et feutré des textes et des idées qui se transfigurent en un business, où des entrepreneurs sans foi ni loi s'affrontent avec pour seule boussole le profit. Un monde où l'on ne cherche pas à publier et à vendre des livres interdits par conviction ou par engagement, mais avant tout parce que ces livres philosophiques entendre dans le langage du temps tout autant les textes de philosophes censurés pour des motifs politiques que les libelles injurieux ou les écrits pornographiques, parce que tout cela, donc, se vend bien et rapporte de l'argent. Car comme dans d'autres temps, quand la soif est là, la prohibition engendre le trafic. Et le monde des livres de se faire clandestin, de devenir l'affaire de pirates, de contrebandiers, de passeurs, de resellers, et donc presque nécessairement un monde de menteurs, d'arnaqueurs, de filous et même de délinquants. Tel est le monde des livres, nous dit Robert Downton, le vrai, celui de tous les livres, y compris les plus prestigieux, y compris de l'encyclopédie, dont les éditions successives et concurrentes sont affaires de temps de négociation, de manœuvres et de tromperies. Une encyclopédie qui n'est donc d'une certaine manière autre chose qu'un business des Lumières, un titre un brin provocateur que Robert Downton donne au grand ouvrage qu'il lui consacre et que l'éditeur français, peut-être un peu plus frileux, traduira pudiquement par « l'aventure de l'encyclopédie ». C'est pourtant bien comme cela, insiste Robert Downton, que les idées philosophiques, critiques, radicales viennent aux masses des lecteurs et des lectrices, fabriquées à l'étranger, livrées dans des entrepôts clandestins, vendues sous le comptoir ou sous le manteau. Et moins d'ailleurs par la lecture des futurs grands classiques que par les productions d'écrivassiers vite oubliés, vulgarisateurs des dites grandes œuvres et ainsi indispensables intermédiaires vers un public élargi. Avec en ligne de mire la Révolution française et donc la manière dont la diffusion de ces écrits subversifs, mais aussi dans le même mouvement d'écrits plus vulgaires comme les libelles, avec tout ce qu'ils charrient de calomnies, de ragots sur les corruptions, les dépravations des aristocrates, de la cour et du roi, avec à l'esprit donc la manière dont la diffusion de ces écrits et de ces rumeurs, y compris orales,
érode la sacralité du pouvoir et prépare son effondrement en travaillant les consciences et l'humeur collective. Car Robert Darnton s'intéresse également aux lecteurs et aux lectrices, dont il a notamment interrogé le rapport à la parole imprimée et le changement du rapport à la parole imprimée au cours de ce XVIIIe siècle, son intensité nouvelle, la manière dont il et elle s'en imprègnent désormais. Et cela, entre autres, à travers le portrait de Jean Rançon, marchand protestant de La Rochelle, admirateur, on dirait aujourd'hui fan absolu de Jean-Jacques Rousseau, qui inonde son ancien maître au collège de Neuchâtel, l'éditeur Frédéric Samuel Osterwald, d'une abondante correspondance où les commandes de livres s'accompagnent de commentaires sur ses lectures, s'entremêlent de confidences sur sa vie personnelle et régulièrement sur celui qui le fascine et dont il voudrait tout lire et qu'il appelle familièrement l'ami Jean-Jacques. Ainsi va l'écriture de Robert Darnton. C'est un art du portrait, de personnages croqués, le temps d'un instant, d'un simple trait, parfois non sans malice et souvent avec humour, ou accompagné plus longuement, le long d'une vie de succès, quand les qualités scolaires et l'habileté sociale mènent jusqu'au plus haut, jusqu'à un siège à l'académie, et plus souvent des vies, des carrières difficiles, des destins douloureux, on l'a compris, faits d'échecs et de déceptions. C'est aussi une écriture sensible aux émotions, auxquelles il donne même un rôle historique, puisque l'aigreur née des échecs dans l'ancien monde découlera, pour certains de ces intellectuels marginaux en tout cas, l'engagement et la ferveur révolutionnaire. C'est encore une écriture attentive à la matérialité, aux contraintes et aux accidents de la vie, aux douleurs morales et physiques de ces personnages, jusqu'à celles si communes en ces temps-là et qui, de son propre aveu, obsèdent notre invité, le mal aux dents. Robert Darnton est un historien narrateur, presque un écrivain qui esquisse, chemin faisant, quelque chose d'une comédie humaine, une référence balzacienne qui lui appartient. Peut-être faut-il aussi y voir l'influence de son passé de journaliste, chargé d'écrire des articles, on dit en anglais, et c'est plus parlant, des stories, des histoires. Et peut-être n'est-il pas innocent non plus que son écriture prenne parfois la forme de l'enquête. Le révolutionnaire girondin Jacques-Pierre Brissot fut-il, comme l'en accusaient ses ennemis, un espion de police? Mais qu'est-il advenu des éditions manquantes de l'encyclopédie? C'est aussi une manière d'embarquer le lecteur, car Robert Darnton est un passeur qui s'est souvent interrogé sur les manières de transmettre et de se faire comprendre d'un public plus vaste que celui, en circuit fermé, des professionnels du monde académique. Mais ne vous y trompez pas. C'est un conteur, un passeur, dont l'élégance consiste à faire généralement disparaître l'échafaudage qui structure et soutient son propos. Et puis, à l'occasion d'un passage, d'un début d'article, d'un essai ou d'un entretien, une porte s'entrouvre sur une immense érudition intellectuelle et sur le dialogue qu'il mène en fait avec les autres sciences sociales. Avec la sociologie notamment, on en parlera peut-être, et avec l'anthropologie bien sûr, quand les rites funéraires balinais l'aident à faire le pas de côté nécessaire pour essayer de comprendre, d'accéder au mystère de la lecture dans cette France du XVIIIe siècle, ou lorsque le détour par le rapport aux animaux dans des civilisations lointaines lui permet de mieux saisir ce qui se joue dans un joyeux massacre de chats. Enfin, Robert Darnton est un homme qui a en quelque sorte traversé son propre miroir, car il est homme de lettres, c'est entendu, et en tant que tel parfois engagé, notamment dans la défense des Lumières, mais il fut aussi lui-même Jean du livre, d'abord comme éditeur, puis en tant que président de la République universitaire d'Harvard, ce qui lui valut entre autres de livrer une bataille contre Google, dont il tira une très belle apologie du livre. C'est encore un témoin de son temps qui a écrit, lorsqu'il s'est senti rattrapé par l'histoire, la politique et les événements, et notamment par la fin de la guerre froide, à laquelle il se trouve assisté par les hasards d'un séjour allemand et à laquelle il participe parmi les foules jusqu'à danser lui-même un soir prudemment sur le mur de Berlin. C'est tout cela, Robert Darnton. Mais c'est d'abord une œuvre extraordinaire que je vous encourage à découvrir ou à continuer de découvrir, tant on en apprend sur ce monde perdu du XVIIIe siècle français, tant elle nourrit aussi la réflexion dans une perspective socio-historique sur des questions aussi essentielles aujourd'hui que la manière dont fonctionne une opinion publique, tant on s'y laisse prendre et émouvoir aussi, au point de se laisser aller, à l'instar de Jean Rançon et de l'ami Rousseau, à une sorte de familiarité fantasmée avec l'auteur, au point de partager l'envie d'échanger avec l'ami Robert. Les choses sont bien faites, puisque ce soir, nous avons l'immense privilège de l'avoir avec nous pour parler de son parcours d'homme de lettres et d'homme de livres, et de son œuvre, de ses étapes, des rencontres qui l'ont jalonné, de son rapport à l'écriture, aux sources, bref, nous dire peut-être un peu comment il a pratiqué, comment il pratique son métier d'historien. Vous conviendrez donc qu'il est urgent de me taire et de céder la parole à Emmanuel Laurentin. Merci beaucoup, Alexandre. Je commencerai volontiers par une question que j'ai posée à d'autres historiens et historiennes. Quelle est la part du hasard dans cette œuvre extraordinaire? Est-ce que, ici même, Carlo Ginzburg nous a raconté comment il a découvert un peu par hasard, au milieu de beaucoup d'autres liasses, les témoignages sur Menocchio? Quelle est la part du hasard pour vous? Eh bien, j'étais étudiant à Oxford, je préparais une thèse doctorale.
Elle est très mauvaise, cette thèse, mais peu importe, puisque je voulais travailler comme journaliste. Elle est ensevelie sous tous les autres livres que vous avez pu écrire depuis, donc c'est bien. Mais j'ai trouvé en bas de page une note qui indiquait qu'il y avait peut-être quelques lettres de Jacques-Pierre Brissot dans la bibliothèque municipale de Neuchâtel. Je m'intéressais à Brissot. C'était un Français qui était fasciné par cette nouvelle République américaine. Il a même fondé une société gallo-américaine. Et puis, il va devenir chef des Girondins, un des chefs des Girondins. Donc, c'était un personnage, pour moi, américain, un personnage intéressant. Alors, je me suis dit, mais cette note indique qu'il y a peut-être des lettres de Brissot. Ça coûte un timbre postal. Pourquoi pas? J'envoie la lettre et je reçois immédiatement une réponse qui me dit « Nous avons 119 lettres de Brissot à votre disposition et voici une photocopie d'une de ces lettres. » Je l'ai lu et c'était assez pour repenser toute la carrière de Brissot avant la Révolution. Ça veut donc dire que les éditeurs qui veulent supprimer dans les livres les notes en bas de page, ils ont tort parce qu'ils empêchent la génération suivante de faire une œuvre comme la vôtre. Oui, mais ça c'était un peu l'accident, comme dans le cas de Carlo Ginzburg, n'est-ce pas? Et j'ouvre une parenthèse parce que je suis allé au New York Times. Ma spécialité, bien sûr, était les chiens écrasés, la criminalité. Et après quelques mois, je me suis dit, tu es historien, c'est l'histoire que tu aimes. Donc j'ai quitté le New York Times, on m'a invité à Harvard, postdoc, n'est-ce pas? J'avais 3 ans de liberté. Je suis allé immédiatement à Neuchâtel. J'ai bel et bien trouvé les 119 lettres, entourées de 50 000 lettres inédites, des lettres étonnantes de tout le monde du livre, depuis les auteurs, les libraires, d'autres éditeurs, et des contrefaiseurs, des contrebandiers, des ouvriers typographes, fabricants de papier, fabricants d'encre. C'était le monde du livre. Le monde du livre. C'était le monde du livre, et un monde parfaitement inconnu, puisque c'est la seule maison éditoriale dont il existe des archives du XVIIIe siècle. C'est étonnant. Bon, j'ai commencé à faire une sorte de biographie de Brissot que j'ai laissée dans un tiroir, 500 pages. On les retrouvera quelque part. Ça ne mérite pas d'être publié. De toute façon, finalement, je me suis dit, Brissot, il est intéressant, et j'ai édité les lettres, donc je n'ai pas tout à fait perdu. Il est intéressant, mais le livre, le monde du livre, ça, c'est un sujet. Alexandre. Alors, j'ai laissé tomber Brissot pour aborder l'ensemble du monde du livre, et dans ces archives, on trouve des informations, notamment sur l'encyclopédie. Donc, la Bible des Lumières y était représentée, mais sous un aspect tout à fait différent, l'aspect commercial, puisqu'il s'agissait de des éditions en petit format, d'abord in quarto, ensuite in octavo, du grand livre in folio de Diderot. Et d'ailleurs, c'était très amusant, puisqu'il y avait une guerre entre les maisons d'édition, notamment une guerre entre les éditeurs de l'édition in quarto et de l'édition in octavo, et il y avait de la magouille partout. Et donc j'ai découvert ce monde très capitaliste, bien sûr, mais aussi très amusant. Alors ça, c'est important parce que j'ai l'impression que quand on vous lit,
il y a toujours de l'humour chez vous, et Alexandre vient de le souligner. Vous aimez vous amuser en faisant de l'histoire. Et ça me rappelle évidemment l'ouverture de l'Apologie pour l'histoire de Marc Bloch, qui dit « Rappelons-nous que l'histoire est distrayante ». C'est distrayant, l'histoire ? Je pense que oui. C'est drôle, c'est amusant, c'est parfois tragique, etc. Mais je voudrais que mon lecteur rit. Ça, pour moi, ça serait une victoire. Mais je ne m'efforce pas, je ne veux pas, comment dirais-je, exagérer. Je respecte les détails, l'évidence, les archives. Donc, je ne donne pas dans l'exagération, j'espère. Mais c'est amusant. Travailler ici, aux archives nationales, on trouve des choses, des surprises, des choses qu'on ne cherche pas, mais qui se révèlent être amusantes et parfois importantes. Alors justement, c'est une œuvre qui est construite autour d'histoires, en réalité, beaucoup, de personnages, de cycles de vie. Comment vous choisissez vos histoires ? Pas seulement parce qu'elles sont drôles, j'imagine. Qu'est-ce qui fait une bonne histoire ? Qu'est-ce qui fait l'histoire ? Je n'ai pas, comment dirais-je, je n'ai pas de méthode précise, mais je pense que c'était Flaubert qui disait, quelqu'un lui a demandé, mais Monsieur Flaubert, vous n'avez pas publié de roman depuis longtemps, que faites-vous ? Et il a dit, je me fais, quel est le mot ? Je me fais baigner dans la sauce. En anglais. Je cherche le mot, et ça m'échappe pour le moment. Mariner. Je me laisse mariner. Et c'est un peu ma méthode. Ce n'est pas une méthodologie, mais je me laisse mariner dans les archives. Donc il faut y entrer, lire autant que possible et trouver des chemins, etc. Flairer l'ogre, comme disait Marc Bloch. Oui. Et donc c'est fascinant. Je donne un exemple. Je cherchais l'histoire d'un certain révolutionnaire et c'était dans les archives de la Bastille. Donc, il était peut-être dans cette série d'archives. Je commande une boîte, c'est amusant, hein? On ouvre une boîte et puis il y a un dossier, on défait le carton, un moment d'émotion, et puis il y a un tas de dossiers. On ouvre un dossier et puis on espère tomber sur le chemin de quelque chose d'intéressant. Eh bien, j'étais là et à côté du dossier que je cherchais, il y avait un autre qui s'appelait l'affaire des 14. Je n'ai jamais entendu de cette affaire. Qu'est-ce que c'était ? Bon, je l'ai ouvert et c'était une enquête policière fascinante qui a commencé avec un ordre du lieutenant général de police à ses espions. Il y en avait peut-être 3000, nous ne savons pas, mais beaucoup. Trouvez-moi l'auteur du poème qui commence par « Monstre dont la noire furie ». C'est tout ce qu'il savait. Donc, toute une enquête policière pour trouver l'auteur de ce poème. Je n'entre pas dans les détails, mais on a finalement trouvé un étudiant qui l'avait, je ne dis pas chanté, mais souvent c'était des poèmes mis en chanson. On l'a arrêté, interrogatoire à la Bastille, question-réponse, question-réponse, une sorte de jeu de chat et de souris fascinant. Et il dit qu'il a eu le poème de telle autre personne qui est arrêtée, interrogée, et encore un autre, et finalement 14 ont été mis à la Bastille, et j'y pouvais voir un réseau de communication.
avec plusieurs autres, non seulement poèmes, mais chansons. Ensuite, de la recherche au département de musicologie à la Bibliothèque nationale pour savoir quels étaient les airs, puisque c'était... Les timbres, comme on disait à l'époque, on disait les timbres, c'est ça? Des timbres, sur lesquels... on disait les airs, ouais, sur l'air de la béquille du père Baraba. Je n'ai jamais entendu de la béquille du père Baraba, mais en fait, j'y ai découvert la notation de la musique même. Et une amie, Hélène Delaveau, a accepté d'enregistrer ces chansons séditieuses d'après la musique de l'époque. Et vous avez d'ailleurs fait des spectacles avec elle? Oui, absolument. Où vous jouiez l'historien et elle, la chanteuse, d'une certaine manière, des spectacles croisés. Et on voit aussi ce sourire que vous avez toujours, Robert Danton, parce que se risquer à faire un spectacle avec une chanteuse, qui est une amie, certes, mais se risquer à faire un spectacle avec une chanteuse, c'est sortir du cadre purement universitaire. Vous avez envie de cela aussi, c'est-à-dire d'aller voir ailleurs de temps en temps. Oui, mais ne pas me faire comédien, mais c'était amusant. Oui, voilà. Alors moi, je joue le prof un peu sévère, ennuyeux, etc. Je commence à expliquer la crise dans les années autour de 1750, la chute du ministre Maurepas, et puis on me dit, mais il s'agissait de chansons, n'est-ce pas? Par exemple, elle commence à chanter. J'explique, puisque c'est compliqué, il faut identifier les personnages, etc. Donc, elle chante, j'explique, elle m'interrompt, et c'est une sorte de jeu. Alexandre. Alors, pour poursuivre sur cette question, les émotions, le rire, entre autres, mais pas que le rire, les émotions jouent un rôle très important dans votre œuvre. Le rire, alors le rire gras provoqué par les libelles, le rire de l'abbé Morlaix, l'humour noir pour se mettre à distance de la terreur. Vous parlez du rire et vous l'intégrez dans l'analyse et vous lui donnez même un rôle historique quelque part. Oui. Il y a deux exemples qui me viennent à l'esprit. Il y a évidemment l'idée que, l'aigreur, le sentiment négatif, l'aigreur a provoqué dans une partie du monde intellectuel marginal le basculement en réalité dans la Révolution, même si vous revenez sur vous réinterprétez cette thèse dans votre dernier ouvrage, ça c'était quand même une thèse forte de votre œuvre, l'idée que l'aigreur de l'échec littéraire avait conduit à l'engagement révolutionnaire. Et puis, dans l'humeur révolutionnaire, vous dites carrément qu'une des grandes bascules dans la période pré-révolutionnaire, c'est le passage d'une critique par le rire, qui est celle de Beaumarchais, en gros, à une critique sérieuse, sévère, et qui sera celle de l'immédiate avant-révolution et de la Révolution française. Alors, quel rôle jouent les émotions dans votre œuvre? Ça a l'air peut-être trop simple, mais c'est le cas. Et finalement, Beaumarchais était très mal vu à la veille de la Révolution. Il a été dénoncé, il a été traîné dans l'affaire Corneman dont je parle, et on le voyait comme une sorte d'aristocrate. Lui, il a acheté la noblesse, il faut le dire, de Beaumarchais. Mais faire rire, c'est un jeu d'esprit. Et l'esprit, c'est les salons. Et les salons, c'est la noblesse, le grand monde. La formule de Voltaire, les gens de lettres et les gens du monde, ils doivent faire alliance pour avancer la civilisation. Et ça n'allait pas. Bien sûr, Rousseau a dévoilé derrière cette formule l'esclavage. La culture joue ce rôle d'opprimer le peuple. Donc, on passe du rire, si on veut, à la dénonciation et à l'émotion. Donc, Mirabeau a terrassé Beaumarchais dans une série de pamphlets. Il y avait une guerre de pamphlets autour de la bourse, mais Mirabeau avait cette force de dénonciation et Beaumarchais a essayé de répondre en le traitant ces pamphlets de Mirabelle.
le jeu de mots n'allait pas du tout, et paf, Mirabeau l'a terrassé encore, et même sur les billets imprimés, les assignats, pendant la Révolution, on voit, et j'oublie la phrase exacte, mais il faut dénoncer. La dénonciation est le devoir du citoyen. Et ça se voit même imprimé sur les assignats. C'est un tout autre monde. Et dans ce livre, je prends le cas de l'abbé Morellet, qui était un philosophe avant 1789, qui a écrit toutes sortes d'ouvrages parfaitement dans le sens voltairien du mot, philosophique. Bon. Mais arrive la terreur et il a besoin d'un certificat de civisme. Il est convoqué devant des sans-culottes qui l'interrogent. Il arrive mal habillé. Il ne voulait pas avoir l'air d'un riche. Et il déploie ses ouvrages. C'est les Lumières sur la table. Et le sans-culotte juge, il regarde, feuillette un peu. Il ne prend pas d'intérêt à ses écrits, aux Lumières. Non, il s'arrête et il dit, citoyen, vous étiez gai avant le 10 août et vous êtes triste maintenant. Où se trouve l'émotion? C'est l'émotion qui compte. Où est le cœur pour le sans-culotte? Et d'ailleurs, je le dis dans ce livre, le mot sans-culotte, d'après Louis-Sébastien Mercier, était attaché à un certain misérable, un poète gribouilleur qui s'appelait Nicolas Gilbert. Nicolas Gilbert, le sans-culotte. Il est mort en 1785. Donc le premier sans-culotte était un de ces pauvres diables dont Voltaire se moquait. Quand on vous lit, quand on lit votre œuvre, on a l'impression que ce qui vous intéresse, ce sont les commencements. Il y a un auteur américain de romans policiers qui décrit les États-Unis au début du XXe siècle comme étant un pays à l'aube de sa naissance d'une certaine manière, même si évidemment les États-Unis sont nés avant. Est-ce que je me trompe en disant que les commencements vous intéressent plus que les fins d'une certaine manière? Ou en tout cas, la fin de l'Ancien Régime correspond au commencement un autre régime, qui est le régime révolutionnaire. Mais on a l'impression que ce qui vous traquez quand on lit l'affaire des 14, vous dites, en 1749, il n'y a pas d'esprit révolutionnaire. Mais ce que vous allez faire tout au long de tous les autres ouvrages que vous avez écrits, c'est d'essayer de traquer la montée en puissance de cet esprit révolutionnaire que vous venez de nous décrire à l'instant même. Oui, mais ceci dit, je ne veux pas tomber dans l'anachronisme. C'est-à-dire, je ne veux pas étudier le XVIIIe siècle comme une sorte de porte d'entrée à la Révolution. Bien sûr. Le péché original de l'historien, c'est l'anachronisme. Impossible d'y échapper, mais dans la mesure du possible, j'essaie de me mettre dans la mentalité de l'époque. Et ça peut se faire quand on tombe sur une surprise, comme un massacre de chats. Pourquoi est-ce qu'un massacre de chats pouvait être amusant? Pour nous, on aime les chats, on les caresse. L'idée de les tuer et de les torturer, de leur faire un procès, nous semble horrible. Alors, c'est une possibilité, ce problème, d'entrer dans une autre façon de voir le monde. Donc, j'essaie vraiment de ne pas voir tout comme une prélude à la Révolution. Et d'ailleurs, souvent, vous sautez par-dessus la Révolution. Vous traitez
de l'avant-révolution, un peu de la Révolution elle-même, mais presque en vous faufilant entre les acteurs de la Révolution. Puis vous allez avoir ensuite le 19e siècle pour voir ce qu'il y a encore de l'esprit d'avant la Révolution qui fermente plus tard. Oui, les illusions perdues. Ben oui. Ça, à mon avis, ce monde des illusions perdues a existé avant 89. Oui, tout à fait. Mais je n'ai jamais prétendu écrire une histoire de la Révolution française. C'est un beau sujet, mais il y a bien des historiens qui l'ont traité mieux que moi, que je pourrais faire. Dans ce livre, L'humeur révolutionnaire, j'en parle à la fin, mais c'est un peu pour évoquer l'atmosphère de la Révolution sans en faire l'histoire. Alexandre. Oui, dans l'humeur révolutionnaire, vous vous arrêtez au seuil de la Révolution. Et tout d'un coup, c'est les événements qui prennent... Avant, on a eu quelques passages d'événements, des moments événementiels. Et quand vous arrivez à la fin du livre, c'est la prise de la Bastille. C'est ça, je me souviens bien. Oui, oui, oui. Quelle est la place de l'événement dans tout ça? Parce que dans le dernier livre aussi, je vous renvoie dans l'introduction du dernier livre, vous dites plus j'avance en âge, plus je gagne de l'expérience, plus je prends du recul, plus je trouve que l'histoire, elle est guidée de manière un peu hasardeuse. Il y a des contingences, il y a des événements. Vous parlez de la grêle un an plus tôt, en 1788. Alors, quelle est la place de l'événement dans tout ça? Pour vous qui avez été un historien de la culture, de la préparation lente du phénomène révolutionnaire. J'hésite. Donc, contingence, oui, ça me paraît de plus en plus important. Les événements, comme vous savez, dans les années 1970-80, l'histoire événementielle n'était pas tolérée. C'était impossible. Et j'étais lié avec des jeunes de l'école des Annales. Une fois, je me souviens, j'étais en train d'écrire cette biographie de Brissot. Et j'ai dit à un ami, rue 54 boulevard Raspail, l'école des Annales, je prépare une biographie de Brissot. Il m'a dit, on ne fait plus de biographie. Ça ne se fait pas. Et comme on n'étudie plus les événements. Mais en fait, dans ce livre, L'humeur révolutionnaire, j'espère d'étudier les événements, mais à partir des médias de l'époque. Et je trouve que la perception des événements était liée aux nouvelles. Donc on ne peut pas les séparer. Donc faire une sorte d'histoire événementielle revient à faire une sorte d'histoire des mentalités. Il est vrai qu'on n'utilise plus le mot mentalité. Au contraire, c'est plutôt l'anthropologie. Je veux bien, mais mon but, c'est de saisir le sens des événements vécus par les Parisiens à partir de 1740. Et ça peut se faire. Il y a des documents. Ce n'est pas mon imagination. Vraiment, on peut tracer autant de réactions et la diffusion de l'information, mais la façon des Parisiens de saisir, de comprendre les événements. C'est-à-dire, il y a beaucoup de mésinformations, bien sûr, et de la mythologie. Par exemple, la guerre des farines, ou bien l'enlèvement des enfants dans 1750, n'est-ce pas? On kidnappait les enfants du peuple pour, disait-on, en faire un bain de sang. Pourquoi? Pour guérir un prince du sang, de la léprose ou d'une autre maladie. C'était extravagant, mais en fait, la police kidnappait des enfants, des artisans. Donc, ce n'était pas tout à fait faux, mais l'événement est enveloppé par une sorte de mythologie. Vous faites partie, vous venez de citer la guerre des farines, qui a été travaillée évidemment par Stephen Kaplan, d'une génération d'historiens venus des États-Unis, ayant traversé l'Atlantique et s'étant intéressés, peut-être parce qu'il était plus simple de traverser l'Atlantique
dans les années 50 ou dans les années 60 du XXe siècle que quelques 20 ou 30 ans plus tôt, étant devenue une masse très importante qui a renouvelé l'historiographie française. Il y a eu un livre qui s'appelait Why France, qui expliquait, où beaucoup d'historiens et d'historiennes de cette génération-là expliquaient pourquoi ils avaient choisi la France plutôt qu'un autre terrain sur lequel ils auraient pu travailler. Oui. Est-ce que vous, justement, en faisant un effort réflexif, vous vous intéressez à pourquoi la France à ce moment-là, et qu'est-ce que vous entretenez comme rapport avec les historiens français de votre génération, justement ? On me pose souvent la question. Évidemment. Vous Américains, pourquoi vous vous intéressez à la France ? Vous connaissez la chanson « Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse ». Les Français aiment bien qu'on leur explique pourquoi ça s'intéresse à eux. La France est intéressante, mais je ne me suis jamais considéré comme un historien de la France. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire problème, comme on dit. C'est-à-dire les médias, la diffusion des nouvelles, la formation de l'opinion publique, le livre, la lecture, ce genre de choses. En France, les archives sont d'une richesse étonnante, de très belles archives. Donc, c'est l'attrait des problèmes, des archives, mais aussi beaucoup de sympathie pour la France et pour les Français. Dans les années 68, n'est-ce pas, nous étions tous très touchés par cela, et ça allait dans les deux sens, puisque les Britanniques partaient de la Californie pour gagner Paris. Donc, je voyais une sorte de France rebelle, intelligent, contestataire, sympathique, avec aussi un sens d'humour. Et ça m'a fasciné, mais je n'ai pas de parents français. Mon père a fait la première guerre en France, dans les tranchées, pendant 7 mois, mais je ne l'ai jamais connu, puisqu'il a été tué dans la Seconde Guerre. Mais enfin, la France nous a fascinés, Sartre, les cafés... il y avait une véritable mythologie qui a touché beaucoup de jeunes Américains. Et puis, je n'ai pas étudié l'histoire française à l'université, c'est venu plus tard. Mais la France m'a toujours inspiré. Mais j'ai appris la langue trop tard et je n'ai pas bien étudié l'histoire française à l'université, c'était plus tard, mais finalement un engagement qui m'a beaucoup plu. Et cet amour pour l'information, la circulation de l'information, etc., quel rapport faites-vous entre ce début de carrière de journaliste, votre père dont vous venez de parler était lui-même correspondant de guerre, qu'est-ce que vous faites comme rapport entre ce goût pour l'information qu'il faut donner, les chiens écrasés, etc., les crimes et le travail d'historien que vous avez mené? J'aime beaucoup les archives de la police. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de respect pour la police de l'Ancien Régime. C'est la France qui a inventé la police, 1667. Et en fait, le mot police voulait dire administration rationnelle, toute autre chose que la criminalité. Mais j'étais fasciné, par exemple, par l'inspecteur de la librairie, Joseph Demery, un policier, mais qui, lui, faisait des rapports sur les écrivains. On a fait 5000, qu'est-ce que je dis, 500. Et donc j'ai fait une étude sur les rapports de police et j'ai commencé comme reporter à Newark pour le Newark Star Ledger, qui est un très mauvais journal, mais spécialisé dans la criminalité. Et c'est comme ça où j'ai fait mon apprentissage de
reporter, en anglais, on ne dit pas chez les reporters journalistes. C'est défendu, on dit reporter. Eh bien, j'ai fait cet apprentissage étudiant les crimes, mais sous la direction des autres reporters qui, eux, jouaient au poker. Ils passaient tout leur temps à faire cela, et moi, je cherchais les informations, je leur demandais est-ce que cette plainte mérite d'être traitée comme nouvelle? Ils disent normalement, ils disent non, petit garçon, et puis ils continuent. Donc, qu'est-ce qu'une histoire? Et qu'est-ce qu'une nouvelle? Qu'est-ce qu'un story dans ce sens-là, hein? Ce n'est pas évident. Il faut l'apprendre, ce qui mérite d'être imprimé d'après les chefs de rédaction. Alors, il faut faire des erreurs, il faut se former. Alors, faisons cela. Ce qui était clair, il fallait écrire clairement, exactement, hein, avoir des preuves, et puis, comment dirais-je, respecter le lecteur. Vous dites que vous écriviez dans votre tête pour une petite fille de 14 ans. Oui, c'est ce qu'on disait. Je suis entré dans le New York Times, et parmi nous autres reporters, on disait « Ah, cette fille de 14 ans, pourquoi une fille? Pourquoi 14 ans? » Non, on ne sait rien, mais ça veut dire il faut, je ne dis pas simplifier, mais être clair. En France, les directeurs de la télévision naissante disaient il faut parler à la boulangère de Carpentras. Donc c'est pas la même chose, mais c'était aussi un choix de lecteur. Oui, je vais vous avez raconté cette expérience de journalisme dans un volume qui n'a pas été traduit en français. Je crois que le Kiss of Lamorette, il n'a jamais été traduit en français. Oui, oui, vous l'avez lu. Ah ben, je l'ai lu en anglais, mais je ne savais pas qu'il avait été traduit. Et vous racontez cette expérience de journaliste. Et je vais vous dire comme je l'ai lu, et je vais vous amener à une question qui est un peu différente. Vous décrivez cette expérience de journaliste un peu comme on lirait des sociologues interactionnistes, comme si c'était Howard Becker ou Erving Goffman. Donc ma question, c'est de vous amener vers votre rapport aux autres disciplines, notamment à la sociologie et à l'anthropologie. Alors l'anthropologie, c'est très connu parce que vous êtes devenu célèbre, notamment avec le grand massacre des chats, donc c'est très connu l'anthropologie, mais je voulais peut-être vous interroger aussi sur votre rapport parmi les autres disciplines à la sociologie. Oui. Dans votre œuvre, vous étudiez des professions, vous utilisez les mots de carrière, de trajectoire, vous employez les mots de la sociologie interactionniste des professions. Oui. Donc, est-ce que c'est une inspiration pour vous? Comment vous avez travaillé en rapport avec la sociologie? Parfois dans votre œuvre, on voit tout d'un coup des séries de noms cités, pas forcément d'ailleurs les interactionnistes, mais Bourdieu, Mannheim, Durkheim en retournant vers l'arrière. Et compagnie, oui. Et compagnie. J'ai pas mal lu de la sociologie, je l'avoue. C'est une confession, mais en fait, j'ai été très ami de Pierre Bourdieu, parce que Bourdieu a passé un semestre à Princeton pendant que j'y étais professeur. Et on est devenus amis, je l'ai beaucoup vu à Paris. Il m'a fait un membre de son conseil scientifique pour sa revue. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec Bourdieu, je dois dire, sans pour autant appliquer d'une façon mécanique sa sociologie. C'est plutôt son inspiration, son point de vue. Il y a un article où vous utilisez chant à un moment donné. Dans les années 60, fin des années 70 au début 80, vous citez Bourdieu et vous utilisez chant professionnel ou je ne sais pas quoi. C'est la seule fois que je l'ai vu, effectivement. Oui, les autres... je l'ai mentionné dans ce livre-là. Je ne sais pas si vous connaissez les recherches d'Alain Viala, La naissance de l'écrivain. C'est un beau livre, un très beau livre. Il est mort, hélas, assez jeune, mais c'était aussi un de mes amis. Il a traité le XVIIe siècle d'une manière sociologique, inspirée par Bourdieu, et j'ai beaucoup de sympathie pour ce point de vue. Mais j'ai aussi travaillé avec
Robert Merton, mais ça, vous ne le connaissez pas. Si, bien. Est-ce qu'il est connu de Robert Merton? Il était à l'université de Columbia. Nous sommes aussi devenus très amis et j'ai fait un article sociologique sous sa direction qui concerne le journalisme. Bref, oui, j'ai beaucoup de sympathie pour la sociologie et je vois mal une différence entre une certaine sociologie et une certaine anthropologie. Il s'agit de connaître la vision du monde et le comportement des gens. Vous avez une longue carrière et à ce titre-là, vous avez vu naître et mourir des interprétations ou des paradigmes interprétatifs de l'histoire. Par exemple, vous nous disiez tout à l'heure, l'histoire des mentalités, on ne dit plus ça. Alors, vous avez vu naître l'histoire culturelle, vous avez vu naître l'histoire du genre, l'histoire de l'anthropocène, l'histoire mondiale ou l'histoire des représentations. Toutes ces histoires-là, vous les avez vues passer, vous êtes nourri de chacune d'entre elles, vous en avez laissé de côté. Comment fait-on quand on est au milieu de ce bain, vous parliez d'un bain tout à l'heure, au milieu de ce bain, pour pouvoir à la fois faire son miel avec certaines d'entre elles, les reprendre, les utiliser, renouveler son propre travail avec ces nouvelles interprétations? Je n'ai pas de bonne réponse. J'avoue que je n'aime pas. Il y a un mot en anglais, on dit turn. Oui. The turn, le tournant sémantique, le tournant culturel, le linguistic turn, le tournant global. Oui. Je n'aime pas ça puisque c'est une façon de traiter l'histoire comme autant de vogue. Et moi, je travaille un peu comme un artisan dans les archives. J'aime le concret. Il est vrai que je ne peux pas résister à l'atmosphère qui m'entoure. Bien sûr. Donc, j'écrivais une biographie, c'était mal vu, je l'ai laissé tomber, mais pas à cause de ça. Mais l'histoire événementielle n'était pas possible. Et l'histoire profonde, l'histoire totale, dans le sens de l'école des annales, je l'admirais énormément. Surtout Pierre Goubert. J'étais très lié avec Pierre Goubert, que j'aimais énormément, mais aussi le roi Ladurie, François Furet et compagnie. Donc là, j'ai été touché peut-être par une sorte de vogue. Je veux bien. Et l'histoire du livre est, dans un certain sens, je ne dis pas une vogue, mais une nouveauté qui a fleuri et qui continue. Bien sûr. Mais Roger Chartier et d'autres. Oui, je suis très lié avec Roger Chartier, Daniel Roche dans le temps. Et quand j'étais à Neuchâtel, dans les archives, je faisais de l'histoire du livre sans le savoir, comme le bourgeois gentilhomme. Et c'est après que je suis arrivé à Paris, grâce à François Furet, qui m'a invité, qui m'a présenté à Daniel Roche, Roger Chartier, Dominique Julia et bien d'autres. Et eux, ils travaillaient avec Furet pour cet ouvrage en 2 volumes, Livres et Société. Et je me sentais vraiment un compagnon de route de ces gens-là, et ce sont des amitiés qui en restaient. Alors, je ne crois pas que c'était une vogue, mais que c'était une sorte de discipline en train de se former et qui, aujourd'hui, a pris consistance, qui est important. Donc, je n'ai pas bien répondu à votre Si, au contraire, c'est très bien, justement, parce que effectivement, on pourrait penser que les vogues ou les modes se succèdent et qu'on les abandonne au fur et à mesure, mais on peut se nourrir de chacune d'entre elles pour pouvoir renouveler son propre objet d'étude. Il y a des modes auxquels vous résistez par ailleurs. Je pense à 2 choses. Au début de votre carrière, vous êtes méfiant du marxisme en réalité, ou de l'histoire à influence marxiste. Et plus récemment, la critique postcoloniale des Lumières. Vous avez écrit un texte. Oui. Bon, je n'ai jamais été marxiste. À l'âge de, je pense,
14-15 ans, j'ai lu la manifeste communiste. J'étais converti sur le champ. Mais après, je me suis rétréci un peu. C'était comme une théologie, n'est-ce pas? C'était une religion, et je n'aime pas beaucoup les religions, j'avoue. Donc, la tentation marxiste, pour moi, n'était pas très importante. Pourtant, quand je suis allé en France, j'avais bien des amis qui étaient membres, ou plutôt ex-membres, du Parti communiste. Mais Robert Mondreau, par exemple, se considérait comme un marxiste, mais je l'ai bien connu, j'avais beaucoup de sympathie pour lui, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de problème. Et le premier article que j'ai publié a été publié par Albert Soboul, donc grand intellectuel communiste. Et il m'a traité très bien, peut-être à cause de mon nom. Je laisse tomber le R, Darnton devient Danton. Et il m'a dit que, oh, quel beau nom! Mais il a publié le premier article que j'ai rédigé. Et j'ai bien connu Michel Vauvel aussi. Donc, je ne suis pas anti-marxiste. Au contraire, le jeune Marx, je trouve plus inspirant, peut-être. Le hegelianisme, je n'aime pas. Mais le jeune Marx, oui, je veux bien. Comment distingue-t-on, justement, quand on voit arriver des nouvelles façons de voir le passé, donc des nouvelles écoles historiques, comment distingue-t-on, je reprends un peu la question que je vous ai posée tout à l'heure, ce qui vous excite, vous intéresse, vous amuse par rapport à d'autres nouvelles approches qui vous amusent moins ou qui vous intéressent moins ou qui ne correspondent pas à ce sur quoi vous voulez travailler? Quel mode historique? Oui, comment distingue-t-on quand vous voyez arriver en tant qu'intellectuel ces modes? Vous avez dirigé la bibliothèque de Harvard, vous en avez vu passer des modes historiques ou des nouvelles lectures de l'histoire. Oui. Comment distinguez-vous ce qui pourrait faire votre miel, vous intéresser, vous aider à mieux comprendre vos sujets? Je ne sais pas trop bien. Je dois dire que on a annoncé un tournant culturel, dit culturel. Mais j'estime que j'ai toujours fait de l'histoire culturelle dans le sens anthropologique du mot. Donc je n'étais pas content d'être identifié comme un des chefs de cette nouvelle mode. Mais il y en a une, l'histoire globale, que je veux bien, je l'admire, mais je ne le fais pas. J'ai fait de l'histoire comparée. J'ai fait un livre sur la censure qui concerne la France au XVIIIe siècle, l'Inde britannique au XIXe et l'Allemagne communiste du XXe siècle. Mais ce n'est pas de l'histoire globale. Donc là, ça c'était une tendance valable que je n'ai pas partagée. Il y a sans doute d'autres, n'est-ce pas, mais... Un mot sur vos engagements et vos responsabilités. Vous avez été un homme qui est devenu, je le disais un peu plus tôt, Jean du livre. Vous avez été éditeur, membre d'un comité éditorial, puis vous avez dirigé les presses d'Oxford, et puis vous avez été donc président de la bibliothèque d'Harvard. Qu'est-ce que ça a changé dans votre rapport Est-ce que ça a changé quelque chose d'abord dans votre rapport à ce monde du livre et à votre écriture en général? Eh bien, on m'avait demandé de devenir un des 3 dirigeants des presses universitaires d'Oxford en Amérique. Nous n'étions que 3 et il s'agissait beaucoup de l'aspect financier de l'édition. Il fallait lire les comptes, les comprendre, et dessiner une stratégie. Bon, c'était des professionnels qui s'occupaient de cela, mais nous étions les responsables. Donc j'ai passé au moins 10 ans comme un des directeurs de ce petit comité, et j'ai bien appris des choses, notamment sur l'aspect économique de l'édition. Donc ça, c'est un exemple où j'ai glissé
vers une carrière qui était en partie un engagement dans la vie publique. Est-ce que vous étiez comme vos personnages? Vous aviez le profit comme boussole et vous vouliez faire des coups et gagner de l'argent? Non. Non, je n'étais pas payé. Non, mais comme vos personnages voulaient, dans l'édition, faire la même chose. Ils voulaient réussir, faire gagner leur maison d'édition. Exactement. C'était un monde plus feutré, le monde de l'édition américaine dans les années 90. Secret, oui, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas parler des livres de contes, etc. Mais non, c'était un peu le secret, pas un secret important. Je disais feutré. C'est-à-dire moins violent que le monde feutré. Oui, d'accord. Ouais. Et ensuite, on m'a demandé de devenir membre du conseil qui dirige la bibliothèque publique de New York. Ça, c'était un engagement important. Et donc, ça m'a beaucoup occupé pendant une vingtaine d'années. Donc, la vie des bibliothèques, mais là, toutes les bibliothèques des quartiers de New York, c'est vraiment la vie des gens ordinaires. Et la fonction du bibliothécaire était pas seulement de donner des livres à lire, mais de donner des conseils, souvent à des immigrants qui cherchaient de l'emploi. Les notices d'emploi ont disparu des journaux. Alors, pour trouver un poste, où aller? On va dans la bibliothèque du quartier et on demande au bibliothécaire « J'ai besoin d'emploi, qu'est-ce que je peux faire ?» Et elle introduit le citoyen qui souvent parle que l'espagnol, l'introduit à des ordinateurs. Elle lui apprend à chercher du travail d'après les annonces en ligne. C'est comme, comment dirais-je, une toute autre fonction. Donc la bibliothèque est très importante dans les quartiers de New York. Et la bibliothèque principale, elle est belle, elle est très importante aussi. Donc, j'étais très engagé dans ce travail. Et d'ailleurs, une fois, j'ai dit, est-ce qu'on ne pourrait pas créer un centre pour des chercheurs à l'intérieur de la bibliothèque? Comme ça, et on m'a dit, mais faites un plan. Je l'ai fait en 5 pages, etc. Et un des autres trustees, il s'appelle, ils sont tous riches, sauf quelques exceptions, était fasciné par cette idée et a écrit un chèque pour plusieurs millions de dollars et on a créé un centre de recherche au cœur de la bibliothèque de New York. Et ça dure toujours. Et c'est très bien. Bien des gens ont fait des études là, entourés de livres avec une subvention, et la bibliothèque est devenue un centre de recherche. Voilà, donc ce sont autant d'engagements dans le monde. Dans la vie publique. Oui. Dans la vie publique. Oui, qui m'est arrivé comme ça, sans que je les ai cherchés. Et vous avez, dans ce cadre-là, d'une certaine manière, ça vous a permis d'intervenir, non pas comme historien, mais comme justement responsable de ces institutions, dans la vie publique et dans la sphère publique, pour, par exemple, ce que disait Alexandre au début, tenter de contrer Google, et donc de prendre des positions qui vous ont fait remarquer en dehors du cercle des historiens. Oui, sans que je les cherchais. Oui. Google est venu à Harvard et nous a dit nous voulons numériser tous vos livres. Nous avons la plus grande bibliothèque universitaire du monde. Et au début, nous avons dit oui, bien sûr. Google nous donne des copies et on n'avait pas de l'argent pour numériser tout cela, donc c'était très bien. Mais ensuite, Google nous a dit
y compris les livres protégés par droit d'auteur. Alors là, j'ai dit non, ça ne va pas. Seulement, Google est allé à Stanford, à Michigan, à l'Université de Californie, qui ont tout dit oui. Et immédiatement, Google a subi une attaque de la part des écrivains, du Guild des écrivains, Authors Guild, et des maisons d'édition à cause du droit d'auteur. Bon, c'est une longue histoire, mais bref, je suis intervenu en attaquant Google, puisque finalement, ils ont fait encore de la magouille. Google et les autres ont décidé de créer une bibliothèque numérique et commerciale. C'est-à-dire que Google visait un monopole des connaissances en ligne. Et j'y voyais une véritable menace. Alors, il y avait toute une controverse. Moi, j'ai écrit des articles dans le New York Review of Books, etc. Finalement, un juge fédéral à New York a dit que ce settlement, cet accord entre Google et les maisons d'édition, etc., était effectivement un monopole illégal et Google Book Search n'existe plus. Donc c'était, et je n'ai pas cherché cette bataille, elle m'est arrivée. C'est quand même pas mal d'avoir gagné contre Google. Mais j'ai beaucoup fréquenté les avocats de Google qui sont beaucoup plus intelligents que moi. J'avais du mal, puisqu'ils m'ont invité à assister à certaines tractations secrètes pour préparer le résultat. Ils voulaient que je donne ma bénédiction, pour ainsi dire. Mais dès que j'ai aperçu que c'était un danger de monopole, je me suis retiré, etc. Mais les avocats de Google, ce sont des hommes très intelligents, très doués, et j'avais du mal à suivre parfois les raisonnements, etc. Je n'étais qu'un professeur dans ce monde d'avocats sauvages. Bravo quand même pour cette victoire. Est-ce que tu as une dernière question ? Vas-y. La dernière, peut-être inévitable, puisque vous avez eu des responsabilités universelles, vous avez donc presque vaincu Google. Qu'est-ce que vous pensez de la situation qui est faite aujourd'hui aux universités aux États-Unis ? Eh bien, Harvard, c'est la cible principale. Et je connais bien le président de Harvard, puisque je le connaissais pendant qu'il était numéro 2. Et je le voyais une fois par semaine à propos des affaires dans la bibliothèque. C'est un homme calme, intelligent, qui est à la fois médecin et il a un doctorat en sciences économiques et il sait garder le calme. Il respecte l'évidence et il a on dit épine dorsale dure. Finalement, il a refusé de jouer le jeu de Trump parce que Trump exigeait que le gouvernement contrôle même l'enseignement, la sélection des étudiants, aussi des professeurs. C'était une véritable menace à l'indépendance de l'université. Et le président, avec l'appui du conseil officiel, a refusé. Ce n'était pas le cas de l'université de Columbia et d'autres universités. Mais Harvard a pris, pour ainsi dire, la tête de l'opposition, et nous continuons dans ce sens-là. Je suis à la retraite, donc je ne participe pas,
Il y a des tractations, semble-t-il, mais c'est clair que Harvard résiste. Et d'ailleurs, il y a de la résistance parmi bien des citoyens. Je rentre demain, après-demain, je serai dans la rue pour une manifestation énorme. Donc, ça existe. Mais le danger est considérable, puisque pour nous autres historiens, ce n'est pas si important que ça, mais pour les scientifiques, mon Dieu, il s'agit de milliards de dollars. Et nous avons un centre où Harvard et MIT font des recherches ensemble, The Broad Institute, ça s'appelle, c'est incroyable. Ils font des recherches qui nous dévoilent ce que c'est que la mémoire, que la pensée, quel est le travail du cerveau. C'est étonnant. Ils font des avances considérables et tout cela payé par les fonds de la Fondation de la science nationale et on a coupé complètement cela. Et des chercheurs qui sont les plus forts s'en vont. En Allemagne, peut-être en France, etc. Il y a une fuite de cerveau, comme on dit. Et c'est une catastrophe pour la science exacte. Donc on souffre beaucoup et l'idée que l'antisémitisme est la cause d'annuler tous ces, je ne dis pas dons, mais ces contrats, est absurde. La plupart de mes amis sont juifs, bien des professeurs sont juifs. Il y avait des protestations contre les attaques d'Israël et nous avions des Palestiniens parmi nos étudiants. Mais dire que protester contre Israël est antisémite, c'est absurde. Mais Trump l'a utilisé comme prétexte pour annuler les fonds et, je crois, faire sa cour à un certain public qui déteste les élites. Une dernière question. J'ai commencé en citant Marc Bloch dans l'Apologie pour l'histoire, que vous citiez tout à l'heure. Il se pose cette question, posée par son petit-fils. À quoi sert l'histoire aujourd'hui ? J'ai posé la question à des dizaines d'historiens. Oui. Pour vous, à quoi ça sert l'histoire aujourd'hui ? Je n'ai pas de réponse bien faite, bien emballée, mais pour être bref, nous donner de la perspective. Il est important de connaître un peu ce que c'était que la condition humaine autrefois, les médiévistes, les gens qui étudient l'âge classique, etc., d'autres civilisations. Autrement, et surtout aux États-Unis, où l'histoire n'est pas si bien étudiée qu'en France, on présume que la réalité est solide et ne changera jamais. C'est le présent qui compte. Et on ne voit pas le présent comme un résultat complexe d'un passé. Donc il nous faut de la perspective. Et c'est un point de vue qui nous manque aux États-Unis. C'est une bonne manière de conclure. J'ai quelques petites questions à vous poser, traditionnelles, rapides, en cette fin d'interview, si vous voulez bien vous y prêter. Robert Danton, qui vous a fait aimer l'histoire ? Qui vous a fait aimer l'histoire ? Quelle personne vous a fait aimer l'histoire ? Je ne voulais pas vous prendre au dépourvu. Il n'y a pas une seule personne. Bon, j'étais inspiré par plusieurs professeurs, et notamment professeurs de littérature qui enseignaient, il y en avait un qui faisait des conférences sur Samuel Johnson et le monde de Samuel Johnson. C'était un monde que je ne connaissais pas du tout et il a su faire vivre ces gens-là comme des êtres de chair et d'os. Ça, c'est un exemple. Donc, plutôt chez les littéraires,
que chez les historiens, jusqu'à mon arrivée à Oxford, où j'ai travaillé avec Richard Cobb, qui est bien connu en France, etc. Mais c'était beaucoup plus tard. D'abord, c'était vos professeurs. Donc, ce n'est pas une bonne réponse. Mais je ne veux pas trop me prendre au sérieux quelqu'un qui a subi des influences, etc. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a fait aimer l'histoire? D'histoire ou pas Oui, d'histoire? oui. Non, c'est la civilisation de la Renaissance de Burckhardt. Ah oui? Okay. J'adore ce livre. Et en fait, quand je travaillais dans le quartier général de la police à New York, n'est-ce pas, il y avait une grande salle pour les reporters. Et on y jouait au poker, bien sûr, et il y avait des dessins plus ou moins pornographiques un peu partout. Et j'arrivais avec la civilisation de la Renaissance. Mais ça, je n'osais pas montrer le livre. Donc vous le cachiez dans je l'ai caché dans une revue pornographique. Super. Mais Burckhardt, pour moi, c'est une inspiration. Alors, des questions encore plus rapides. Quel est le siècle, la période ou le moment de l'histoire favori en dehors du XVIIIe siècle qui a été le vôtre? Oui. Alors, c'est bête, mais c'est le XVIIe, le grand siècle. Je suis fasciné par la cour de Louis XIV et cela aussi vu par Voltaire. Le siècle de Louis XIV me fait aimer le siècle de Louis XIV tout en étudiant les Lumières. Vous êtes décidément bien français. Est-ce qu'il y a un personnage, une personnalité historique que vous auriez aimé rencontrer? Je me dis souvent, qu'est-ce que ça serait que d'être à table avec Voltaire? Et je me dis en même temps, il m'aurait traité d'idiot et que je n'aurais pas les belles manières et que je ne saurais pas assez bien maîtriser la langue, que j'aurais tremblé partout, que j'aurais été un pauvre diable aux yeux de Voltaire. Donc, je m'imagine des conversations avec lui où je fais l'idiot. Et je suis un peu le neveu d'Arago, peut-être. À propos de l'écriture, très brièvement, quand est-ce que vous écrivez? Le matin, l'après-midi, le soir, la nuit? Écoutez, je ne suis pas un grand écrivain, donc je ne veux pas présumer que mes habitudes sont importantes, mais j'écris tout le temps, toute la journée, jusqu'à l'épuisement. Mais je fais pas mal de sport, etc. Mais dès le matin, je continue. Avec un crayon, avec un stylo, avec la machine à écrire. Thé ou café? Thé ou café? Café. Café, bien sûr. Et pour finir, l'écriture. Temps de peine ou temps de plaisir? La mienne. Oui. Je griffonne comme tout le monde, mais... Vous prenez du plaisir à écrire? À la main? Non, en général. Ah, c'est un travail. C'est un véritable travail. Mais ça donne une certaine satisfaction. On cherche les mots. On ne les trouve pas. Ça fait mal. On biffe bien des expressions. Mais si finalement le résultat n'est pas de la grande littérature, mais vous satisfait, ça donne un bon sentiment. Ça j'aime bien. Mais le travail d'écriture est difficile. Merci beaucoup, Robert Darnton. Merci. Merci. Donc nous nous trouvons maintenant avec trois professeurs. Liliane Hilaire-Pérez, spécialiste du XVIIIe siècle et spécialiste en particulier des questions de l'histoire des techniques, avec Alan Potowski, qui est spécialiste d'histoire américaine en particulier, et Florence Lotry, qui est professeure de littérature, spécialiste du XVIIIe siècle. Qui veut commencer? Merci beaucoup. J'ai découvert vos travaux quand j'étais étudiante de Daniel Roche, et je menais une thèse sur l'histoire des inventeurs entre la France et l'Angleterre.
Mais peut-être avant de parler d'inventeur, en fait, j'avais une curiosité. Ça a été vos débats avec Daniel Roche autour de l'anthropologie historique. On a commencé à en parler un petit peu avec, je pense qu'un débat autour de l'anthropologie historique qui recoupait en fait des courants de pensée entre les États-Unis et la France, avec une tradition en France qui allait bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, des annales, à Braudel, à Labrousse, qui reposait beaucoup sur la collecte de données, l'histoire quantitative et compter les individus, les objets, mais les livres aussi, et peut-être faire même de l'histoire religieuse à partir de toutes sortes de décomptes, comme on le sait. Tout ça pour mettre en valeur des systèmes de relations, en fait, des relations entre les individus, des relations avec les objets, et puis de l'autre côté, un courant américain qui était beaucoup plus sensible à ce que vous nous avez très clairement exprimé, ce rapport de l'événement ou des objets et des écrits au vécu, tous ces systèmes de signes, ce rapport au symbolique, ces systèmes de signification. Et il y a eu vraiment, notamment autour du grand massacre des chats, tout un débat entre vous et, je dirais, ce milieu des annales, et Daniel Roche et Roger Chartier, et vraiment des prises de position assez fermes de part et d'autre aussi, de la part de Daniel Roche dans Les Républicains des Lettres, autour de la perception de l'anthropologie historique comme visant à analyser des systèmes de relations ou des systèmes de signification. Et j'ai l'impression que Daniel Roche s'est en quelque sorte, au fur et à mesure, un peu rapproché des positions américaines, de la lecture des signes, dans la culture des apparences. Il évoquait, à propos du brouillage induit par tout cet essor des consommations vestimentaires, je me rappelle cette expression, c'était l'abaissement de la fonction discriminante des signes, en parlant des vêtements. Et ça, je trouvais que c'était un vocabulaire qui est quand même très empreint, plutôt d'une approche américaine de l'anthropologie historique. Et je me demandais donc si vous pouviez évoquer un petit peu vos relations, vos débats avec Daniel Roche, éventuellement, ou d'autres chercheurs français issus des annales autour de l'anthropologie historique, de ce courant français, de ce courant américain. Et peut-être si vous aviez senti que Daniel Roche était allé finalement, s'était un peu rapproché, avait en quelque sorte ajouté ce sens américain à l'anthropologie en France et à l'anthropologie culturelle. Et ce qui m'y faisait penser aussi, c'est votre texte d'hommage dans la RHMC en 2024 à Daniel Roche, la palette des couleurs de Daniel Roche, où vous montrez, vous présentez Roche comme, dans tous ses apports, à sa manière de décrypter un univers de signes à partir des couleurs. Et je trouvais que vous faisiez une lecture qui pour moi est tout à fait conforme à ce que je perçois aussi de Daniel Roche, mais je me demandais si dans ces relations entre ces deux courants français-américains autour de l'anthropologie culturelle, peut-être Roche avait fait plus d'emprunts que vous, éventuellement. C'est intéressant. Je suis un peu surpris puisque nous étions des amis intimes. On a passé beaucoup de temps ensemble. Je vois encore son fils. Je suis presque comme un membre de la famille. Et nous avons même collaboré à un livre qui a paru en anglais pour une exposition à la Bibliothèque publique de New York, etc. Donc, je me sentais très proche de Daniel. C'est vrai, j'ai fait un long compte-rendu sur sa thèse, Les Lumières en province, dans le New York Review of Books, ce qui était assez audacieux, puisque à cette époque-là, le New York Review of Books publiait des comptes rendus sur des livres en anglais. Et donc j'ai tâché d'introduire un public américain à la pensée
de Daniel Roche. Il est vrai que dans sa thèse et surtout dans ses premiers ouvrages, il fait beaucoup de statistiques. J'en ai fait moi aussi. Même Roger Chartier a commencé à faire quelques statistiques dans ses premiers articles. Donc, il n'y avait pas une grande différence. Plus tard, Daniel est devenu une sorte d'anthropologue de la vie matérielle des gens. Et ça, j'ai trouvé merveilleux. Les meubles, les vêtements, l'environnement des pauvres à Paris. Son approche était différente du mien, je suis d'accord. Et peut-être qu'il voyait dans mes rapports avec Clifford Geertz une sorte de défi américain. Il ne me l'a jamais dit, mais c'est le cas de Carlo Ginzburg, qui n'apprécie aussi un ami, mais qui n'apprécie pas mes liaisons avec Geertz. Il y a même un article en italien, pas par lui, mais par un autre micro-historien, I pericoli del Geertzismo, les dangers du Geertzisme. Donc j'ai été attaqué comme quelqu'un qui donne trop d'importance au monde symbolique et qui traite les symboles, le langage, les échanges culturels comme une sorte de réalité, là où la réalité réelle consiste dans les luttes de classe ou dans le prix du pain et ces autres choses. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais vraiment, et plus tard, le travail de Daniel sur le vêtement, les couleurs, puisqu'il m'a donné au moins 4 de ces aquarelles que j'ai toujours pendues, qui pendent du mur chez moi. Alan Potowski. Oui. Alors, je voulais revenir sur cette question de l'historien américain de la France, dont je suis aussi. J'étais à Columbia, par Princeton, et je me souviens, pour revenir à la question du rapport entre l'historien américain du XXe siècle de la France et l'école des Annales, qui présente une question intéressante, puisque il me semble, pour revenir à vos rapports avec Daniel Roche, Roger Chartier aussi, il me semble qu'on a baigné, comme vous avez dit, dans une sorte de critique perpétuelle contre ce que les annales sont devenus dans les années 80-90. Pour résumer, c'était les années de Bernard Le Petit, éditeur de la revue Les Annales, et c'était un tournant structural, ce qu'on a aperçu comme dans le langage qu'on utilisait dans ces années, positiviste, un tournant positiviste des annales. Positiviste. Et c'est-à-dire que pour nous, il y avait un bon et un mauvais annale. Le bon était Daniel Roche, Roger Chartier. On est bien américain, donc on est très manichéen, je vous accorde. Le mauvais était la revue des annales dans cette période un peu desséchée, un peu vieillot. Alors, je voulais simplement vous présenter ça. Est-ce que c'est comme ça que vous vous êtes défini aussi en tant qu'historien culturel de la France du XVIIIe siècle? Est-ce que aussi vous avez ces réserves, puisque vous avez mentionné 54 boulevard Raspail et ce
je peux aussi interpréter certains de vos propos comme étant pas polémique. Vous n'aimez pas la polémique, c'est ce qui est très plaisant de lire chez vous, mais que c'est une critique d'un certain structuralisme ou positivisme de cette école dans les années 90. Positivisme, c'est beaucoup dire. Hein. Je ne vois pas dans les annales une tendance positiviste. D'ailleurs, le mot de positivisme, c'est une insulte. Mais en fait, il y a bien des positivistes qui sont beaucoup plus intéressants que ça. Et peut-être qu'on a intérêt à relire le positivisme, mais dans une autre optique. Donc, je trouve que les annales ont beaucoup changé depuis l'époque de Lucette Valency, qui était la directrice des annales, Jacques Revel aussi, un directeur important. Et là, c'était le moment où les annales avaient une influence énorme. Mais les annales étaient, pour nous, représentaient une vision de faire de l'histoire totale. Et il y avait beaucoup de thèses de doctorat françaises. Première partie, l'économie, démographie. Deuxième partie, structure sociale. Troisième partie, mentalité. C'est comme il y avait une véritable structure dont la base était plus ou moins déterminante. Et je n'ai jamais partagé ce point de vue. Et je pense que ça n'existe plus. Alors que les annales ont plus ou moins abandonné l'idée de l'histoire totale, c'est inévitable et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais aujourd'hui, pour moi, les annales ne sont plus très différentes d'autres revues historiques. Donc, elles ont perdu un peu leur force originale, mais c'est inévitable. Je me permets de rajouter quelque chose. Est-ce que c'est le signe aussi que d'ailleurs, d'autres écoles historiques sont nées, ailleurs qu'en Europe, par exemple, ou qu'aux États-Unis, et qu'au bout du compte, on est bousculé par d'autres idées qui viennent d'ailleurs. Est-ce que vous pensez cela, Robert Langton? Oui, tout à fait. Par exemple, la micro-histoire. Donc, Jacques Revel est très partisan de la micro-histoire, qui est venue d'Italie, en partie de Carlo Ginzburg, etc. Et je pense que Jacques a très bien développé cela. C'est valable, mais c'était une mode parmi d'autres. Mais c'est plus qu'une mode, c'est une façon de faire des recherches importantes. Donc, je respecte cela sans pour autant être micro-historien. Je peux suivre avec juste une autre question. On a fait un peu la revue de certains des théories, des théoriciens, Bourdieu, Thomas Merton, on vient de mentionner Geertz, qui vous ont influencé. Il y a un autre nom, Jürgen Habermas. J'étais intéressé de revenir sur cette question. Vos travaux sur la France au XVIIIe siècle ont été situés en dialogue, souvent avec le concept d'espace public de Habermas et sa rationalité communicative, c'est-à-dire il y avait une sorte de démocratisation qui mène vers la Révolution. Cependant, il y a toujours un fond de Cobb, chez Richard Cobb, chez vous aussi. Votre recherche suggère une réalité beaucoup plus désordonnée, il me semble, et fragmentée de la manière dont les Parisiens, surtout, rencontraient et discutaient réellement l'information.
Comment l'étude des pratiques matérielles et sociales du partage de nouvelles a-t-elle reconfiguré votre compréhension de ce qui est l'opinion publique sous l'Ancien Régime? Est-ce que la cacophonie intellectuelle que vous soulignez est aussi quelque sorte une critique implicite de Habermas? De Habermas. Implicite, oui, je pourrais le faire explicite. J'admire Habermas, je l'ai rencontré, je trouve qu'il est génial, mais je suis de l'avis d'Arlette Farge. Si vous prenez l'idée de l'espace public, c'est un espace qui a été habité par des gens de la rue, des artisans, des ouvriers. Eux aussi avaient des idées, avaient des opinions. Et d'ailleurs, dans ce livre, L'humeur révolutionnaire, je fais un effort considérable de voir le monde tel qu'il a été vu par des ouvriers et d'autres. Donc, communication orale, chansons, gestes, émeutes, etc. Et Arlette Farge insiste qu'il y avait une opinion publique chez les petites gens. Et je suis d'accord avec elle. Et Habermas, dans son livre qu'il a écrit juste après la Deuxième Guerre, il y a très longtemps, il a fait ses études sans avoir accès à l'histoire sociale telle qu'elle a été développée en France. Il ne connaissait guère toute cette littérature, mais il avait une vision, et d'après lui, il existait au XVIIIe siècle un espace où, comme vous dites, la raison dominait dans les débats sur la littérature, etc., et qui finalement ont formé un esprit contestataire et politique. Donc, une sorte de vision de la rationalité, de la raison qui dominait, ce qui n'était pas le cas du tout. Donc, il ignorait souverainement l'histoire sociale. Mais c'était un homme génial qui, après, a fait d'autres... Et c'est l'école de Francfort où on était hanté par la haine des médias américains et de la pub, quoi. Donc, je pense que Habermas a vu dans la France du XVIIIe siècle un autre monde rationnel qui était comme le contraire de ce monde vilain, moche, commercial et capitaliste chez nous. Mais je l'aime bien, j'admire beaucoup Habermas. Les autres, Adorno et Horkheimer, moins. Ils ont fait un livre sur les Lumières, que ça ne tient pas debout, à mon avis. Florence Lautry. Alors, ce serait une question de littéraire. Moi, je voudrais vous interroger sur votre rapport à la théorie et à la critique littéraire. Vous me disiez tout à l'heure que la personne qui vous avait le plus agressé, c'était Stanley Fish. C'était... Stanley Fish. Ah oui. 84. Oui. Et en fait, la question, je voudrais vous la poser à partir de la question de la lecture et des lecteurs, puisque l'histoire de la lecture est un élément absolument central dans vos réflexions. Il y a une formule qui revient 2 ou 3 fois. Je crois qu'elle revient dans l'humeur révolutionnaire aussi, mais ça doit être dans Jean Delettre, Jean du Livre. Vous dites un moment, le programme, ça pourrait être de faire l'histoire à la fois, l'histoire et la théorie à la fois, de la réaction ou des réactions des lecteurs. Je m'interroge sur cette à la fois, oui. Parce qu'il me semble que ça bouge beaucoup, les réponses que vous apportez sur cette possible collaboration, complémentarité, rivalité, je ne sais pas. Et en fait, il y a un contraste important pour moi dans vos livres. D'un côté, on a l'impression que pour l'historien, c'est open bar. Vous avez des quantités de ressources
pour répondre à la question de la lecture, de la manière dont on lit, des habitudes et des expériences de lecture au XVIIIe siècle. Et de l'autre côté, il y a un refrain, une sorte de chose, c'est peut-être la seule chose vraiment mélancolique chez vous. La lecture, dites-vous, ce sera toujours un acte mystérieux que l'écrivain ne peut pas, l'écrivain peut-être, mais l'historien ne peut pas atteindre. Et vous évoquez cette question du fort intérieur dans l'acte de lire, devant lequel s'arrêtent presque les archives. À partir de là, quel apport pour vous des littéraires? Est-ce que vous cherchez un dialogue autour de ça, ou bien un dialogue avec les littéraires. Les littéraires, la théorie littéraire, les critiques littéraires, oui, sur cette question de la lecture, ou est-ce que vous vous êtes finalement résolu à ne pas savoir ce que c'était que le secret de ceux qui lisent et dont on ne connaît pas l'opinion finalement? J'avoue que je suis un peu frustré dans le sens qu'on a du mal à entrer dans le fort intérieur des lecteurs d'autrefois. Donc j'ai consacré des recherches à ce lecteur de Rousseau dont on a parlé, et là on voit vraiment une réaction profonde et émotionnelle qu'on arrive à saisir. Et puis j'ai étudié toute la correspondance de Rousseau qui recevait des flots de lettres de ses fans. C'était un premier exemple, je pense, du fan mail. Comment dit-on en français? Une correspondance des... oui, la correspondance de fans, oui. Donc, j'ai lu des centaines de lettres des lecteurs de Rousseau et on y voit des torrents de larmes, etc. Mais est-ce qu'on entre vraiment dans le fort intérieur des lecteurs? Peut-être jusqu'à un certain point. Là où je suis d'accord avec Stanley Fish, c'est l'idée de communauté de lecteurs, qu'il existe une véritable communauté. Et je pense qu'on peut suivre des courants où Goethe et Rousseau et Richardson ont transformé l'expérience du lecteur. Il y a un avant et un après, notamment en Allemagne, où il y avait le Werther Fieber, n'est-ce pas, ce fièvre pour les souffrances du jeune Werther. Bon, mais ça nous laisse sur notre faim, j'avoue. Et à mon avis, il faut avoir de l'évidence, des documents qui nous permettent de mieux saisir cela. Donc, vous avez tout à fait raison que je n'ai pas... J'ai beaucoup travaillé avec Roger Chartier, qui voudrait faire une histoire de la lecture et qui a trouvé bien des choses. Nous avons une dispute, par exemple, sur la révolution de la lecture à la fin du XVIIIe siècle. Mais ça, je l'ai suivi en allemand. Et je pense que les chercheurs français ne possèdent pas parfaitement l'allemand. C'était un chercheur allemand qui a lancé l'idée d'une révolution de la lecture, mais il n'a étudié que quelques villes en Allemagne, sans insister que ça existait partout, et il a un peu simplifié. Donc, je ne dis pas qu'on a passé d'une lecture intense à une lecture plus vaste et plus triviale. Je pense que les deux ont eu lieu en même temps. Oui, oui, vous le dites de livre en livre, ça. Hein, c'est vraiment quelque chose sur quoi vous revenez beaucoup. Alors, la question subsidiaire, ça porte sur la nature de votre documentation. Parce que quand on parle de lecture extensive, c'est la lecture des temps modernes avec la révolution industrielle, avec les journaux, avec une activité beaucoup plus rapide et volatile de la lecture. Mais il me semble que les journaux, justement, la presse,
font pas tellement partie de vos corpus de travail. Vous travaillez beaucoup le libelle, vous travaillez les ouvrages, enfin le tout venant de ce qui s'imprime et de ce qui se lit, oui. Mais pas les journaux. Est-ce y aurait-il une réticence devant la source elle-même? Je ne sais plus dans lequel de vos livres vous dites, de toute façon, si on lit les journaux pour notamment comprendre le jugement littéraire de l'opinion, il y a un biais qui est qu'on va d'abord connaître le point de vue du journaliste et jamais celui de l'opinion elle-même. Mais est-ce que c'est tout à fait ça, votre position? Oui. Enfin, pourquoi pas les journaux qui auraient pu... Eh bien, j'ai beaucoup étudié les gazettes clandestines. Oui. Est-ce que ce sont des journaux? On peut dire... bon, j'aime beaucoup Jean Scar et l'histoire du journalisme inspiré de Scar. C'est magnifique. C'est un 18e de tout premier ordre. Et pour lui, le journalisme est un peu partout au XVIIIe siècle. Seulement, il est vrai que le premier quotidien français ne date que de 1777. Le Journal de Paris, qui a été très censuré. À un moment donné, le Journal de Paris a été annulé. J'oublie le prétexte, mais il ne s'agit pas de la politique. C'est un personnage de la cour qui a été plus ou moins insulté. Et on a nommé Suard comme censeur. Et vraiment, le Journal de Paris, j'ai lu tous les numéros du Journal de Paris des années 1780. Ils sont intéressants, mais ce n'est pas un journal dans le sens moderne du mot. Donc, pour moi, c'est à cause de ça que je n'insiste pas beaucoup sur les journaux, mais la Gazette de l'Aide, c'est formidable. C'est un journal très important, publié en français à l'Aide et diffusé en France. Et le correspondant parisien de la Gazette de l'Aide était un homme très intelligent, etc. Seulement, la Gazette de l'Aide passait par la poste et on pouvait couper les liens postaux et comme ça faire tomber la Gazette de l'Aide de ses souscripteurs qui recevaient le journal par la poste. Donc même la Gazette de l'Aide était prudente. Mais est-ce que j'ai répondu à la question? Une dernière question brève de Liliane Hiller-Pérez et une réponse brève, puisqu'il va falloir que nous... Merci beaucoup. Alors, peut-être pour... Ah oui, pardon, excusez-moi. Merci. Pour revenir à des questions un petit peu plus pratiques, puisque j'avais travaillé sur les inventeurs et le droit de l'inventeur, et que vos travaux, bien sûr, sur la condition de l'auteur, la condition de l'écrivain, sur vraiment la longue durée dans votre œuvre, ont été tout à fait éclairants. Parce qu'ils m'ont permis en fait de mettre le doigt sur la question de la condition de l'inventeur comme une condition juridique, économique, sociale, comme un problème clé dans le rapport au droit, à l'absence de droit, avec ces systèmes de permission et de privilèges, quelque chose de très comparable en fait au monde de l'auteur. Et de fait, les inventeurs étaient aussi participants du monde de l'édition parce qu'ils publiaient des prospectus, des livrets, etc. Oui. Que le lieutenant général de police s'occupait aussi bien d'économie, de technique, de société que de permis d'impression. Et finalement, que ce droit de l'auteur a, en tout cas, c'est ce que disent les contemporains sous la Révolution, que le droit de l'inventeur doit s'inspirer du droit de l'auteur. Et que le droit de l'inventeur, donc qui est promulgué en 1791, doit prendre modèle, doit s'inspirer sur le droit d'auteur. Et moi, j'avais un peu cette idée que finalement, les inventeurs avaient en quelque sorte peut-être bénéficié de toutes ces revendications autour du droit d'auteur et de cette affirmation de la figure de l'auteur, de l'écrivain. Et maintenant,
je me dis petit à petit, comme je vois monter tous ces travaux justement de toute une génération autour de l'histoire des techniques, des techniciens, des artisans, etc., je me dis peut-être qu'on peut un peu inverser le raisonnement. Est-ce que les auteurs n'ont pas bénéficié de ces pressions des inventeurs en termes de droit et d'accès au marché, et peut-être même cette notion de travail de l'écrivain qui est revendiquée comme fondatrice du droit d'auteur, cette notion de travail qui est tant revendiquée par les écrivains que par les artisans inventifs, elle suggère peut-être que le monde du travail a quelque chose à voir avec le progrès du droit d'auteur. Oui, oh, mais c'est fascinant, et d'ailleurs c'est le cas d'Angleterre. Le droit de l'inventeur a devancé le droit d'auteur. Et le nombre d'années de protection pour un auteur est de 14 ans, 2 fois. Et donc, c'était inspiré des patents, n'est-ce pas, des inventeurs. Donc, vous avez tout à fait raison que ça, on peut le voir dans l'autre sens. Et même le premier droit d'auteur aux États-Unis, ce qui était, si je me souviens bien, 1795, était inspiré de cela. C'est-à-dire, l'auteur était protégé pendant 14 ans, renouvelable une fois. Total, 28 ans. Je trouve que c'était une bonne chose. C'est choquant, peut-être, mais le public n'a-t-il pas aussi un droit d'accès à la culture? Et pour moi, maintenant, le droit d'auteur, mais ça va peut-être vous choquer, c'est la vie de l'auteur plus 70 ans. Ça veut dire un siècle. Donc le public... sans compter les grandes firmes américaines comme Disney qui l'ont prolongé jusqu'à... Exactement. C'est Disney, c'est Mickey Mouse. Oui. On dit la loi Mickey Mouse. Oui. Hein. Donc c'est un intérêt des grandes boîtes capitalistes qui insistent sur un siècle, au moins un siècle de protection. Ça veut dire que presque tout le XXe siècle n'est pas accessible. Et je trouve que c'est très dommage. J'aimerais venir au droit d'auteur du début de nos braves pères fondateurs aux États-Unis, et limite de 28 ans. Nous avons même créé, je ne dis pas un club, mais une association des auteurs qui veulent rendre accessibles gratuitement leurs œuvres. J'ai participé, mes 2 premiers livres sont accessibles gratuitement, et puisque, après un certain point, l'auteur ne gagne plus rien, bon, je suis professeur, ce n'est pas un problème, je ne cherche pas de gagner de l'argent, mais un auteur dans l'espace public, lui, a besoin d'argent. Je veux bien, mais normalement, le livre ne se vend plus après 1 an, 2 ans, 3 ans, maximum. Et à ce point, que désire l'auteur? D'avoir des lecteurs. Donc, mettre ses œuvres accessibles. À disposition. Oui. Merci beaucoup, Robert Darnton, et merci à vous. Merci. Thank you.